Bonjour et bienvenue à la rencontre Causerie, une pratique sculpturale empreinte d'histoire de l'artiste Laurent Craste. Laurent Craste présenté dans le contexte des Journées de la culture. Donc, c'est les 25e journées qui ont pour thème le voyage dans le temps. Et c'est également dans le cadre de l'exposition La céramique en plein essor. J'aimerais commencer par reconnaître que la Guilde célèbre les traditions culturelles et l'expression artistique de tous les peuples autochtones du Canada euh, et des artistes en métier d'art. La Guilde est située en territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue en tant que gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, historiquement connue comme lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que la Guilde reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes des communautés au Canada. J'aimerais aussi remercier M. Craste d'avoir accepté notre invitation à donner cette conférence et merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Mon nom est Marie-Hélène No, je suis coordonnatrice aux activités culturelles ici à la Guilde et il me fera plaisir d'animer la rencontre aujourd'hui. Avant de débuter l'activité, je vais faire une brève présentation de notre organisme, la Guilde, pour ceux qui ne sont pas familiers avec nous. Donc, la Guilde est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1906 par deux femmes de la communauté anglophone de Montréal, Alice J. Peck et Martha May Phillips. Donc, c'est un organisme qui œuvre à la conservation, la promotion et la sensibilisation de l'art inuit, l'art des Premières Nations et les métiers d'art au Canada. La Guilde a été le premier organisme dans le monde à commencer le commerce de l'art inuit en 1949, ce qui explique sa grande importance dans notre collection. La Guilde possède une des collections d'art inuit les plus influentes au Canada pour cette raison. Et la Guilde possède pas seulement une collection, mais aussi un centre de documentation et des archives disponibles pour consultation. Elle organise des expositions temporaires et des activités culturelles comme celle-ci en lien avec la programmation. Et la Guilde possède aussi une galerie d'art qui rassemble des artistes établis et émergents, dont Laurent Craste. Et la Guilde possède aussi, donc, ce sont des œuvres qui sont disponibles pour acquisition dans sa galerie. Et pour plus d'informations sur les œuvres de la galerie disponibles pour acquisition et ses expositions temporaires et les autres services, on peut aller sur le site de laguilde.com. La Guilde présente en ce moment, puis jusqu'au 21 novembre, la merveilleuse expo La céramique en plein essor. Cette exposition comprend le travail de 10 artistes contemporains canadiens qui consacrent leur pratique à l'argile, dont les œuvres de M. Craste, et que j'aurai l'honneur de vous présenter dans un moment. Il est dans plusieurs éléments de la Guilde en ce moment, M. Craste. Suite à cette exposition, donc la céramique en plein essor, la Guilde présentera à partir du 25 novembre le travail des finalistes du prix François Houdet en partenariat avec le Conseil des métiers d'art du Québec et la Ville de Montréal. En plus de son exposition temporaire, vous pouvez aussi visiter l'exposition Poudou Poudrat au-delà des limites, qui est également disponible à la Guilde. En lien avec l'exposition La céramique en plein essor, la Guilde vous propose aussi de participer à la démonstration virtuelle gratuite de l'artiste Elisa O, qui va s'intituler Création de tuiles d'argile ajourées du 2D au 3D, et ça va se dérouler le vendredi 12 novembre de 18h à 19h. Vous pouvez vous inscrire et vous informer de nos activités sur notre page Facebook ou sur notre site Web. Dans la présente rencontre Causerie, Laurent Craste vous présentera son travail et son approche qui s'incarne dans une réappropriation des archétypes historiques de la céramique. En puisant à même le répertoire des modèles de porcelaine européens du 18e et 19e siècle, il déconstruit et altère ces modèles sur un mode tragicomique, dans une démarche de questionnement du statut de l'objet de collection. La rencontre se conclura d'une période de questions au cours de laquelle vous pourrez en savoir davantage sur sa démarche. Donc, je vous invite à penser à vos questions tout au long de l'activité afin de les noter. Vous pouvez les mettre dans le chat ou en fait dans les commentaires. Et puis, il me fera plaisir de les lire à l'artiste à la fin de la présentation. Laurent Craste, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un artiste qui vit et travaille à Montréal, où il partage sa carrière entre sa pratique artistique professionnelle et l'enseignement de la céramique.
Céramiste de formation, il a complété une maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Sa recherche artistique est centrée sur l'exploration conceptuelle de multiples significations reliées aux objets décoratifs de collection dans leur dimension sociologique et historique, mais aussi idéologique et esthétique. Au cours de plus de 20 ans de carrière, Laurent Craste a reçu de nombreux prix et distinctions et a participé à plus de 60 expositions collectives et solo au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Donc, un beau CV et j'invite maintenant Laurent Craste à prendre la parole et merci encore de faire cette conférence pour nous. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis présentement dans mon atelier dans la Naudière et avant de vous parler de mon travail, on va faire un mini tour guidé de mon atelier. C'est parti. Je vais vous montrer que finalement mon atelier, c'est un atelier de céramiste assez classique. Alors je vous amène ici dans la section d'assemblage, façonnage. Mais avant toute chose, moi, je suis un potier. Donc, tout mon travail est réalisé sur le tour de poterie. Et puis, après ça, il y a bien sûr tout le travail d'assemblage et de travail de façonnage qui va se faire sur les tables ici. Je vous montre, par exemple, des petits moules de pressage. J'en parlerai tout à l'heure quand viendra le moment d'évoquer les motifs décoratifs historiques. Et puis, j'ai aussi des tables de travail pour le décor de mes objets. Alors, vous voyez ici une pièce qui est en train d'être décorée avec des décalques à l'or. En arrière, vous voyez une toile de sérigraphie qui me sert à faire mes motifs monochromes. Puis sur cette table, c'est là aussi que je fais les petits feux, les troisièmes feux à partir de pigments que j'achète en France chez Serradel, avec, vous voyez, ici une palette de couleurs de test. Et puis je travaille aussi les craies à sous-glaçure, les crayons à sous-glaçure. Vous voyez ici un ton d'eau d'étude. Alors, dans cet atelier, il y a aussi un lavabo, oui, c'est très prosaïque, mais aussi une table pour les assemblages, ce que j'appelle les assemblages à froid. Parce que mes sculptures reçoivent des outils, des haches, et il faut faire des assemblages dans les incisions prévues à cet effet. Tout ça est collé avec des colles à construction à l'uréthane. Donc, il y a tout un établi qui est consacré aux assemblages à froid. Et puis, comme pour tout céramiste, il y a une salle avec un four. C'est dans cette salle séparée que je prépare mes glaçures avec toutes mes matières premières et où aussi je vais faire l'émaillage dans une cage de vaporisation parce que mes pièces sont recouvertes de glaçures et elles sont de format et de forme très particulières, si bien qu'il faut absolument que les pièces soient vaporisées. Alors ça demande un travail assez difficile qui demande d'abord des équipements de sécurité comme des masques à cartouches et beaucoup de savoir-faire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'était une petite visite rapide de l'atelier. Je retourne à mon poste de travail, à l'ordinateur, et on va commencer donc la présentation de ma pratique artistique. Je vais attendre que vous soyez bien assis. Je suis bien assis. Parfait. Et on peut commencer. Alors, avant de vous parler de ma pratique personnelle, il faut faire deux petites digressions qui vont vous permettre de bien comprendre pourquoi je fais ce travail-là. Alors, la première digression, elle est sur ma biographie, en fait. Il faut que je vous dise un petit peu d'où je viens. Vous l'avez reconnu à mon accent, je suis d'origine européenne. Je suis né en France. Et il y a deux endroits en France qui m'ont particulièrement marqué. C'est Orléans, la ville où je suis né, dans le Val-de-Loire, et aussi Versailles. Versailles avec son château et ses jardins suivants. Alors, j'ai grandi à Orléans, qui est une ville du Val-de-Loire. Je vous montre ces images-là. Pour un Européen, c'est relativement banal ce que je vous montre, parce qu'Orléans est une ville de province assez ordinaire, mais c'est l'environnement visuel dans lequel j'ai grandi.
Et je dis souvent à la blague que pour aller acheter ma baguette de pain le matin, eh bien, je passais un peu devant ces bâtiments. Puis c'est pas tout à fait faux, parce que derrière la cathédrale, en fait, c'était pas ma boulangerie, mais c'était ma bibliothèque où j'allais chercher mes bandes dessinées. Donc, tous ces bâtiments historiques qui sont extrêmement ornementés, qui datent souvent de la période médiévale et Renaissance, eh bien, ça a été mon environnement visuel pendant mon enfance. Suivant. Puis Orléans, c'est au cœur du Val-de-Loire, avec ses châteaux. Et les sorties culturelles que je faisais quand j'étais enfant à l'école, c'est souvent d'aller visiter des châteaux. Puis quand ce n'était pas avec l'école, c'était avec le catéchisme, parce que j'étais au catéchisme. Et puis sinon, c'était avec la famille. Donc aller visiter un château de la Loire le week-end, c'est quelque chose de tout à fait normal pour un enfant de cette région-là. Suivant. Un autre endroit qui m'a beaucoup marqué, c'est Versailles. J'avais une grande-tante et un grand-oncle qui vivaient en arrière du parc du château de Versailles. Ce ne sont pas des aristocrates, pas du tout, mais j'ai pour blague de dire que pour la promenade du chien, eh bien, on allait dans le parc du château de Versailles. En fait, ce n'est pas une blague, on faisait vraiment ça. Dans les années 70, c'était très accessible, il n'y avait pas le tourisme de masse comme actuellement, et on pouvait rentrer dans le parc du château de Versailles, dans le château, c'était gratuit, très accessible. Et donc, c'était du quotidien pour moi d'aller me promener dans les parcs du château. Et mon oncle, qui était un intellectuel, m'a très vite expliqué le programme décoratif de Versailles, qui est un programme artistique, mais aussi un programme politique pour Louis XIV. Moi, j'avais 8 ans, 9 ans, il me racontait les histoires de la mythologie en arrière des sculptures du parc, mais il me racontait aussi les histoires liées à la politique de Louis XIV. Et ça m'a très fortement marqué. Suivant. Et donc, le parc du château de Versailles, il est rempli de sculptures et aussi de grands vases décoratifs comme ce vase Médicis en marbre. Suivant. Et si bien que pendant toute mon enfance, dans cet environnement visuel et culturel-là, j'ai acquis une connaissance que j'appelle naturelle de l'histoire, mais aussi de l'histoire de l'art. Marie-Hélène pensait que j'avais fait des études universitaires en histoire de l'art, et puis pas du tout. Non, j'ai fait des études universitaires en pratique des arts, mais absolument pas en histoire de l'art. Et mes connaissances de l'histoire de l'art et des arts décoratifs en particulier, ils me viennent de ces promenades faites avec mon grand-oncle dans le château de Versailles, ou de ces visites de musées et de châteaux faites avec ma famille ou faites avec l'école en Europe. Suivant. C'est bien que avec ces graines qui ont été semées pendant l'enfance, j'ai fini par développer un intérêt pour toutes ces couches de signification des objets décoratifs de collection, et notamment dans les dimensions historiques, sociologiques et particulièrement idéologiques. On comprend très bien avec ce programme artistico-politique de Louis XIV à Versailles. Suivant. La deuxième digression que je dois faire avant de parler plus directement de mon travail personnel, c'est de parler de la porcelaine. Alors, c'est mon matériau de travail, mais le matériau et les objets de porcelaine ont une histoire extrêmement chargée. Alors, je vais y aller assez rapidement. La porcelaine, c'est découvert et maîtrisé par les Chinois dès la dynastie des Song, puis plus tard par la dynastie des Ming, ça a été extrêmement bien développé. C'est une production qui est de type manufacturier, qui est sous contrôle impérial. Et la composition de la porcelaine est gardée totalement secrète par les Chinois. Le secret ne sera jamais divulgué par les Chinois. Si vous regardez les dates des dynasties, à cette même période, en Europe, on est en plein Moyen-Âge. Alors, la porcelaine, elle est produite par les Chinois, d'abord pour l'empereur de Chine, pour la cour impériale de Chine, mais aussi pour l'exportation vers l'Occident. Et les objets de porcelaine chinoise, ils arrivent en Europe dès le début du XIVe siècle. Puis l'exportation va se développer comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. On reçoit ces porcelaines en Europe, on ne sait pas trop ce que c'est très mystérieux, on cherche à l'imiter. Ça va donner des choses très intéressantes comme la porcelaine, la faïence de Delft et la majolique, mais ça n'est pas de la porcelaine. Alors, faute de pouvoir en fabriquer, on l'importe. Suivant. Je vous montre juste en parallèle, à la même époque, ce qu'on produit d'un côté en Chine, en Orient, et puis de l'autre côté, ce qu'on produit en Occident, pour vous illustrer un peu la façon dont les Européens ont reçu ces objets de porcelaine. En Occident, on travaille des faïences, des grès à haute température, mais absolument pas de pièces blanches comme ça, de pièces aussi décorées blanches et bleues. Suivant. Et donc, la porcelaine, quand elle arrive en Occident, elle a un aura, d'abord de mystère. On ne sait pas ce que c'est comme matériau. C'est très rare.
et ça se vend à des sommes folles. Ça a une valeur absolument exorbitante. Donc c'est uniquement l'aristocratie, évidemment, qui peut l'importer, l'acheter, la collectionner. Et on va étaler ces collections de porcelaine comme un marqueur social afin d'affirmer son statut social et son pouvoir économique. Suivant. Je vous montre juste une petite image, c'est le château de Charlottenburg, la salle des porcelaines. Il y a des porcelaines partout, du sol au plafond, et ça représente des sommes absolument colossales, vraiment colossales. Suivant. Il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour que les Européens découvrent le secret de la porcelaine, qui est le kaolin. Et à ce moment-là, l'aristocratie européenne qui importait la porcelaine, eh bien, elle va créer, fonder ses propres manufactures de porcelaine. Et donc, ce sont des manufactures qui sont elles-mêmes associées au pouvoir aristocratique. Ça va représenter des investissements financiers absolument considérables, quitte à ruiner les royaumes. On peut penser à Madame de Pompadour et Louis XV qui ont fondé Sèvres, et Auguste Lefort en Saxe qui va fonder Meissen, qui vont ruiner leur royaume. On voit les noms ici de manufactures, c'est toujours des manufactures royales ou impériales. Et ça va se créer comme ça dans toute l'Europe. Suivant. La structure de production des porcelaines, c'est une structure manufacturière. Donc il y a plein d'ouvriers spécialisés. Ce sont des véritables usines. Suivant. On voit, même dans le fond, il y a un contremaître qui surveille les ouvriers qui font le calibrage des assiettes à Sèvres. Vous voyez un bassin de glaçure comme ça. Je pense que mes collègues céramistes doivent saliver devant un bassin d'une telle taille. Suivant. Et puis, bon, ce sont des équipements de type industriel. Voici un four de céramique à Sèvres, 2 étages, cheminée gigantesque. Vous avez vu mon four pendant la visite d'atelier. Ça n'a absolument rien à voir. Suivant. Donc, les objets de porcelaine, à partir du XVIIIe siècle, ils sont produits par l'aristocratie et pour l'aristocratie. C'est très clair. Donc, ils passent de marqueurs socio-économiques quand ils étaient importés à des marqueurs politiques. On voit ici 2 vases de Sèvres, l'un avec la figure de Napoléon, l'autre avec la figure de Louis-Philippe. Donc, ce sont des portraits de l'aristocratie qu'on présente. Suivant. Et puis, plus clairement, les objets de porcelaine vont aussi porter les symboles du pouvoir politique. Donc, on retrouve l'aigle impérial, l'abeille impériale, la fleur de lys royale. Suivant. Et même lorsque les pouvoirs ne seront plus de type monarchique ou impériaux, et le pouvoir politique va toujours se servir des objets de porcelaine comme des supports de symboles politiques. Alors, on voit ici un vase nazi. J'ai découvert que les nazis avaient leur propre manufacture de porcelaine, manufacture d'Allard, qui produisait de la vaisselle nazie avec des croix gammées, etc. Et puis, en Russie, les communistes vont refaire travailler les manufactures autrefois impériales de Saint-Pétersbourg pour apposer des symboles du pouvoir communiste. Donc, la croix rouge, le marteau, la faucille, le portrait de Lénine, etc. Suivant. Et même quand c'est toujours la même manufacture qui travaille, on voit ici Sèvres, après la Révolution, ce ne seront plus des portraits des monarques qu'on va représenter, ce ne seront plus des fleurs de lys, mais on va prendre les mêmes objets et puis on va représenter la cocarde tricolore ou ici la force guidée par la raison, donc des symboles républicains. Donc, ce sont toujours des objets de porcelaine, ils sont toujours produits par Sèvres, mais ça devient une manufacture au service de la République. Suivant. Alors maintenant qu'on a fait ce petit aparté sur, d'une part, mon histoire personnelle, mais aussi sur un peu la signification historique de la porcelaine, je vais vous mettre à parler de mon travail et de ma pratique personnelle. Alors, il y a une phrase là qui est écrite, on dirait un titre de mémoire de maîtrise. Une pratique centrée sur la réappropriation des archétypes historiques de la céramique occidentale à travers des procédés d'intervention physique ou iconographique dans le but d'aborder des enjeux, excusez-moi, des enjeux aux résonances actuelles. Tout est dans cette phrase, en fait. Cette phrase résume complètement ma pratique artistique. Suivant. Dans le but de cette conférence, je voulais aborder ma pratique sous l'angle des références historiques. Et j'ai discerné 3 grandes références dont je vais parler.
D'abord, la référence aux formes archétypales historiques de la céramique. Puis, les références aux motifs décoratifs et aux ornements de l'histoire des arts décoratifs. Et enfin, des références à des phénomènes et à des événements historiques. Et ces trois types de références vont vraiment s'entremêler au sein d'une même œuvre, d'une même pièce. Suivant. On va parler des formes. Vous avez vu que mon atelier n'est pas du tout un atelier, c'est pas une manufacture, mon atelier. C'est vraiment un atelier de céramiste, de potier. Et mon travail de référence sur les formes historiques n'est pas du tout un travail de copie, ni de reproduction. La première raison, j'ai envie de dire, c'est parce que je ne peux pas le faire. C'est techniquement absolument impossible. Je crois qu'il y a une centaine d'ouvriers qui travaillent à Sèvres sur une pièce. Des gens qui préparent les pâtes jusqu'aux gens qui vont faire le brunissage de l'or. C'est des dizaines et des dizaines d'ouvriers hyper spécialisés. Moi, je suis tout seul dans mon atelier. Puis, je n'ai pas accès aux mêmes matières premières. Je n'ai pas du tout la porcelaine de Sèvres. Je n'ai pas ce kaolin-là. Je n'ai pas donc les mêmes techniques. Je n'ai pas du tout les mêmes moyens, les mêmes fours, etc. Donc, de toute façon, je ne peux pas le faire. Maintenant, je n'ai pas non plus envie de le faire. Ça tombe bien. Mon travail est un travail d'évocation. Donc, je reprends la structure générale des modèles des manufactures. On va voir toujours le vase sur son pied-douche, sur son contre-socle, mais je me réapproprie la forme. Réapproprie, ça veut dire que je la transforme. Et en transformant cette forme, ça me permet de faire des jeux visuels qui sont extrêmement saisissants. Je vais exacerber notamment l'aspect anthropomorphique du vase. Mes vases vont devenir de vrais petits personnages. Et puis, comme je fais des interventions souvent physiques sur les objets, je peux les éventrer, planter des haches dessus, dedans, etc. Eh bien, je vais adapter la forme aux interventions qui sont planifiées. Donc, c'est vraiment un travail d'appropriation des formes, jamais de reproduction. J'insiste vraiment là-dessus parce que des fois, il y a des gens qui écrivent sur mon travail et qui vont dire « Ah, Laurent Craste fait des vases de Sèvres ». Et là, malheur, non, il ne faut surtout pas dire ça. D'abord, à Sèvres, ils doivent bien rigoler. Ça n'est pas du tout la même chose et ça n'est pas le but, surtout. C'est une évocation des archétypes historiques. C'est un travail très personnel. Suivant. Alors, je vous donne un exemple d'archétype qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le vase fuseau. Le vase fuseau, c'est un vase qui a été produit dans toute l'Europe, mais particulièrement en France, pendant la période impériale. Donc, Napoléon Ier, tout le début du 19e siècle. C'est une forme néoclassique de style empire. Alors, on a le vase, le col, les petites anses, et puis le pied-douche. Ça, c'est vraiment typique du vase fuseau. Et moi, je joue avec. Donc, on voit les melting pots qui sont à côté. Et on retrouve la même structure. Il y a le corps, il y a le col, il y a les anses qui deviennent des petits bras, et puis le pied-douche sur lequel j'interviens et qui se plie. Donc, les vases deviennent des petits personnages. Suivant. Toujours ce vase fuseau que j'utilise abondamment parce qu'il permet d'évoquer des petits personnages. Cette pièce, la fin d'une potiche, qui est dans la collection du Musée des Beaux-Arts de Montréal, et donc qui évoque le suicide d'un vase fatigué d'être sur son guéridon. Suivant. Ces archétypes, je vais m'en servir aussi bien dans les collections où il y a des interventions physiques que dans les collections où il y a des interventions iconographiques, donc sur l'image. Alors ici, on a le vase guillotin. Le vase est très peu transformé par rapport à l'original. Comme je dis, ce n'est pas une reproduction, ce n'est pas identique, mais il est très évocateur. Et puis, on a deux petits médaillons de tête de divinité sur les côtés et la guillotine qui est au milieu. Donc, quand on connaît la signification de ces objets de collection collectionnés par l'aristocratie et ce qui est arrivé aux aristocrates pendant la Révolution, c'est un vase assez ironique. Suivant. Et ces vases fuseaux, je m'en sers dans toutes sortes de travaux, aussi dans les installations vidéo, ou ici les installations interactives, donc l'œuvre Parade, où il y a les vases physiques, effectivement, en porcelaine, mais où il y a tout un travail de l'ombre portée, enfin, ce sont des fausses ombres portées, c'est un travail d'illusion qui danse, ce sont les ombres qui deviennent l'œuvre dans ce travail. Et donc le vase fuseau est un archétype que j'utilise énormément. Suivant. Un autre archétype avec lequel je travaille, c'est le vase Médicis. Alors, le vase Médicis, on en a vu un exemple tout à l'heure dans le parc du château de Versailles en marbre.
À la base, c'est un vase antique, c'est un vase qui date de l'Antiquité romaine, qui va être redécouvert à la Renaissance en Italie, et puis qui va être décliné dans tous les matériaux, dans toutes les variations possibles dans toute l'Europe à partir du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Alors, ici, on voit ici un vase Médicis de style empire, enfin de décor empire, 1811 de Sèvres. Et voilà, je reprends encore une fois la structure du vase, je la modifie, je l'adapte pour pouvoir intervenir dessus. Donc on a ici l'iconoclaste au bat, donc un bat de baseball enfoncé dans le vase Médicis. Suivant. Un autre exemple avec une clé à pipe, donc je me sers souvent d'outil d'ouvrier, je reparlerai tout à l'heure de cette collection. Suivant. Et de la même manière que pour le vase fuseau, bien, je m'en sers aussi pour les interventions de type iconographique. Donc ici, le vase de l'émeute avec une représentation d'une voiture en flammes. Mais on retrouve les abeilles impériales, etc. Suivant. Et un troisième et dernier archétype dont je me sers, il y en a plusieurs, hein, mais, dans les exemples que je voulais vous donner. Je voulais aussi vous donner l'exemple des vases à couvercle, qui est très amusant à travailler parce que, évidemment, en déformant la pièce, le couvercle devient un petit visage et l'ouverture devient une petite bouche. Alors, l'aspect anthropomorphique est vraiment ici très fortement appuyé avec les vases à couvercle. Suivant. La deuxième référence dont je me sers dans mon travail, c'est les références aux motifs et aux ornements. Puis j'ai différentes stratégies d'utilisation de ces motifs et ornements historiques. Tout d'abord, je vais faire une reprise littérale. Dans un deuxième temps, je vais faire des réinterprétations. Et surtout, je vais faire des détournements d'ornements. Alors, on va regarder chacune de ces stratégies. Suivant. La reprise littérale, c'est tout simplement, dans l'histoire de l'art, il y a des motifs qui sont récurrents. Et je ne vais pas intervenir dessus, je vais simplement les reprendre et les reproduire. Alors, il y a différentes techniques de reproduction. La première, c'est par exemple la sérigraphie. Je vous ai montré tout à l'heure un cadre de sérigraphie. On voit ici des fleurs de lys, motif extrêmement traditionnel que j'ai été prendre dans des recueils d'ornements. Et par sérigraphie, je peux faire des transferts d'images monochromes à partir de mes pigments. On voit un détail sur le petit vase bancal qu'on verra en entier tout à l'heure dans le portfolio suivant. Et donc, ces motifs par sérigraphie, je les fais à partir de pigments en poudre que j'achète en France, à Limoges, qu'il faut mélanger avec des médiums, et puis je les passe à travers ma soie de sérigraphie pour reproduire les motifs. Suivant. L'autre façon, si je ne les fais pas par sérigraphie, ces motifs, je peux aussi les faire faire. Donc, c'est le décalque sur mesure. Et il y a une couleur, j'ai envie de dire un matériau pour lequel je n'ai pas le choix, c'est l'or. Je ne peux pas faire des sérigraphies en or. Les industries, Sèvres peut le faire, mais ils travaillent avec une pâte d'or extrêmement dispendieuse et je ne peux pas me payer ça. De toute façon, ça n'existe même pas pour les artisans. Donc, je vais prendre ici une palmette Empire tirée d'un catalogue d'ornements du 19e siècle et je vais commander des décalques en or sur mesure, puis les poser directement sur mes pièces. Par contre, si le motif, lui, il était original, une reprise directe, je peux jouer sur les orientations, particulièrement la palmette Empire, j'aime bien la mettre à l'envers sur les objets pour évoquer une sorte de déchéance de l'objet. Suivant. Dans la reprise littérale, il n'y a pas que les motifs en surface, il y a aussi les motifs en relief. Je peux prendre un motif décoratif, un ornement en bronze par exemple, le surmouler et il va se retrouver tel quel sur une de mes pièces. Donc ça m'arrive très fréquemment. Le petit moule que vous avez vu de pressage tout à l'heure sur mon établi, eh bien, il était fait de cette façon-ci. J'ai acheté un ornement, je l'ai surmoulé en plâtre, et puis je peux tirer des motifs comme ça en relief et les apposer directement sur mes pièces. Il n'y a pas d'intervention sur ces ornements, ils sont tels quels. Alors ici, on a la tête de lion, qui est un motif très, très, très courant, très commun dans les arts décoratifs. On le retrouve ici sur Iconoclaste au tag. Suivant. Parfois, je n'ai pas accès à des ornements en relief.
Je vous montre ici le vase Clodion, qui est un vase magnifique qui est au Louvre, à Paris, avec des têtes d'éléphants en bronze, qui ne sont pas en porcelaine. Je n'ai pas accès à des têtes d'éléphants en bronze que je pourrais acheter et surmouler, je n'en ai pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé un moyen de réinterpréter cet ornement. J'ai trouvé un jouet en plastique au Dollarama et je l'ai surmoulé. Et ça fait très bien le travail. On le voit sur le style colonial 1. Je vous montrerai la pièce en entier tout à l'heure. Les têtes d'ornement, les têtes d'éléphant, pardon, sont une évocation de cette pièce originale sans en être une copie directe. Suivant. Mais ce que j'aime particulièrement faire, c'est le détournement des motifs. On a vu tout à l'heure qu'il y a un motif très courant pendant la période Empire, c'est l'abeille impériale. Napoléon a semé tous ces meubles, ces textiles et ces porcelaines d'abeilles impériales pour asseoir son pouvoir. Et dans mes œuvres, très souvent, l'abeille va se transformer en mouche qui, au lieu d'être un symbole de pouvoir politique, va être un symbole de vanité. Alors voilà la pièce arbre, mais on le retrouve sur plusieurs pièces comme ça, ce quadrillé d'abeilles qui devient un quadrillé de mouches. Suivant. On a vu tout à l'heure que les aristocrates aimaient beaucoup se représenter sur les vases, évidemment, c'était eux les propriétaires des manufactures. Donc, portrait de Napoléon, de Louis-Philippe ici, et j'aime bien donc détourner ces motifs-là. Un exemple ici, la grande étude pour les vases communicants, la paire de vases aux autoportraits, donc à la place d'avoir des monarques très, très sérieux, eh bien, ce sont des autoportraits hurlants. Suivant. Qui sont faits par vraiment la peinture sur porcelaine, la technique en anglais on dit China painting. Ça demande souvent du travail préparatoire. On voit à droite la plaque de test qu'il a fallu faire pour travailler ces portraits qui sont donc peints à la main. Suivant. Toujours dans ces motifs traditionnels qu'on retrouve sur les pièces historiques, il y a très souvent des scènes de château. Évidemment, c'est fait pour les aristocrates. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment représenter? Bien, leur maison. Et puis, leur maison, c'est des châteaux. Donc, sur beaucoup de vases français, mais aussi allemands, toute l'aristocratie européenne, on va représenter ces châteaux. Et là, mon détournement, il est sinistre, puisqu'à la place de la scène de château, eh bien, on retrouve l'entrée du camp de concentration d'Auschwitz. Suivant. Un autre type de scène qui est très fréquemment représentée sont les ruines. Les aristocrates avaient une passion pour les ruines à l'antique notamment. Et bien là aussi, je détourne ce motif-là très, très traditionnel par les ruines d'Hiroshima après la bombe atomique. Ce qui a donné lieu, suivant, à la paire de vases Médicis, la série des scènes pittoresques, Hiroshima et Auschwitz. Voilà, donc de loin, on a l'impression que ce pourrait être des vases à peu près normaux. Sur ces vases-ci aussi, les abeilles sont remplacées par des mouches. Et donc, on a des pièces totalement sinistres et morbides. Suivant. Les scènes bucoliques aussi sont un classique des pièces de porcelaine du XVIIIe siècle. Alors là, on voit le vase, ce que j'appelle le vase à la cour à scrap. Donc la scène bucolique de beaux paysages a été transformée par une cour à scrap, donc des voitures empilées les unes sur les autres. Suivant. Donc là, c'était toutes les références, j'ai envie de dire formelles, aussi bien la forme des objets que les motifs décoratifs. Le cœur, en fait, de cette présentation, c'est la référence aux phénomènes et événements historiques. Il y en a deux grandes familles de phénomènes historiques auxquels je réfère. D'abord, l'iconoclasme idéologique et ensuite les inégalités sociales et leurs corollaires. On va commencer avec l'iconoclasme idéologique, suivant. Beaucoup de textes ici. Je vais résumer. Je vous ai dit tout à l'heure que ces objets de porcelaine, ces objets d'art de collection sont produits par l'aristocratie pour l'aristocratie. Donc, ils sont symboliques d'une classe sociopolitique. Et en tant que tels, eh bien, lorsqu'il y a des épisodes révolutionnaires, ils sont autant des victimes des révolutionnaires que les aristocrates eux-mêmes. Ils sont tellement
symbolique qu'on s'en prend aussi aux objets d'art. Donc, pendant la Révolution, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle la toilette révolutionnaire. On a détruit non seulement des bâtiments, bien sûr, des châteaux, mais aussi des meubles, des objets. On a détruit des porcelaines parce qu'ils étaient symboliques de l'aristocratie. Et la même chose s'est produite aussi en Chine pendant la révolution culturelle chinoise sous Mao Tse-tung. Sous Mao Tse-tung, on a détruit toutes les porcelaines Ming parce qu'on estimait qu'elles étaient associées au pouvoir impérial. Donc on détruit des œuvres d'art magnifiques pour des raisons purement idéologiques. C'est ça l'iconoclasme idéologique. C'est le vandalisme révolutionnaire. Suivant. Je vous montre juste très brièvement. Là, c'est la lettre du comité révolutionnaire qui ordonne au directeur de Sèvres de briser toutes les pièces qui portent les images des tyrans. C'est comme ça qu'il disait. Donc tous les moules, toutes les pièces qui portaient les images ou les symboles du tyran. Donc dès qu'il y avait une fleur de lys, eh bien, ça devait être détruit. Il ne l'a pas tout à fait fait, il a détruit des médaillons, mais il me semble qu'il n'a pas détruit toutes les collections de Sèvres, Dieu merci, mais la volonté de destruction était là. Suivant. Alors on pourrait croire que cet iconoclasme idéologique, c'est un phénomène, c'est un épiphénomène, c'est la Révolution française, c'est la Révolution culturelle chinoise, mais en fait pas du tout, c'est un métaphénomène universel dans le temps et géographiquement. Ça commence dès la Bible, on veut détruire le veau d'or. Alors le veau d'or est symbolique de religion, c'est une idole, donc on va détruire des sculptures parce qu'elles symbolisent quelque chose. Suivant. Un autre moment où il y a eu un paroxysme de vandalisme sur les œuvres d'art, c'est la réforme protestante. Le nombre d'églises, le nombre d'œuvres d'art qui ont été détruites par les protestants pendant la réforme au XVIe siècle, c'est phénoménal. Et à Orléans, la cathédrale que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, c'est une reconstruction du XVIIe siècle parce que l'original a été rasé littéralement par les protestants pendant la réforme. Et on détruisait particulièrement les statues, toutes les sculptures, parce qu'on refusait la représentation des saints. Voilà, suivant. Mais quand je dis que c'est un phénomène universel, ça a des résonances actuelles, c'est parce qu'on continue à détruire des œuvres d'art dans le monde. Et très récemment, eh bien, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, le musée de Mossoul par Daesh en Irak sous l'État islamique. On voit donc des images de destruction d'œuvres d'art pour des raisons idéologiques, ici religieuses, comme pendant la réforme protestante d'ailleurs. Donc ce n'est pas toujours politique, c'est souvent religieux aussi. Suivant. Donc, tout cet iconoclasme idéologique, ça a donné naissance dans mon esprit à ce que j'appelle la série Sévices. Donc, je vais évoquer des destructions d'objets d'art, c'est une évocation uniquement, et je dis que c'est une illustration surréaliste de la lutte des classes. Donc, je vais utiliser des outils d'ouvriers, des haches, des barres à clous, etc. Et puis, sur un mode tragicomique, évidemment, puisque je ne casse pas vraiment des objets, je vais évoquer ces destructions d'objets d'art. Donc, un effet surréaliste, esprit cartoon, dessin animé, hein, c'est Roadrunner qui se fait écraser par une pierre, qui devient tout mou, qui s'étale, et puis qui remonte, puis qui repart. C'est un petit peu ce jeu visuel sur lequel je joue. Et puis, l'humour, comme ça, me permet quand même d'aborder des sujets qui sont autrement plutôt graves. Suivant. Donc là, on va avoir quelques images de la série Sévices, dans laquelle j'utilise beaucoup d'outils d'ouvriers. Alors, Adolphus Wet Dream, avec une grande barre à clous, ici. Donc, là, l'archétype historique, c'est une cocotte, ce qu'on appelle une terrine. Donc, on est plus dans le style baroque, 18e, plus que dans le style empire. C'est une autre forme sur laquelle je peux travailler aussi à l'occasion. Suivant. On retrouve ici le vase Médicis, avec iconoclaste à la barre à clous, très ornementé à l'or. Suivant. Ornement et crime 4, avec une très grande hache plantée. Alors là, l'archétype, il n'est pas clair, parce qu'en fait, il y a aussi des objets qui m'inspirent beaucoup. C'est tous ces objets faits à la fin du 19e, dans le style qu'on appelle le style hétéroclite.
Après le style empire, il y a eu toute une vague de production d'objets d'art en Europe où on ne crée pas vraiment de nouveaux styles, mais on va amalgamer des styles du passé. Donc on prend le style médiéval, Renaissance, etc. On reprend du néo-baroque, on le mélange à de l'empire, et puis ça donne un style hétéroclite qui a donné parfois lieu à des excès décoratifs, j'ai envie de dire. C'est très, très, très chargé, des sortes de choucroutes décoratives. Et j'aime beaucoup travailler avec ces objets-là. Suivant. Bon, Révolution 2, on ne peut pas être plus clair sur l'évocation des événements. Suivant. Parfois, les pièces sont murales. Donc, on va retrouver des objets soit cloués au mur, soit plantés au mur par des haches. Alors, tout ça n'est que du théâtre, évidemment. Ce n'est pas la hache qui tient le vase au mur. Il y a tout un dispositif d'accrochage. Mais on retrouve donc le travail de l'outil d'ouvrier. En passant, ces outils d'ouvrier sont toujours des outils usagés. Donc pour moi, c'est très très important de prendre des objets qui ont du vécu. Je ne vais pas chez Home Depot m'acheter une hache neuve. Je veux qu'il y ait la trace du travail des gens sur ces objets-là. Donc je vais écumer les salles de vente, les marchés aux puces, et j'achète toutes sortes de vieux outils qui portent les marques du travail des ouvriers. Suivant. Le marteau, ornement et crime. Et donc dans ce travail-là, il y a le contraste d'une part des matériaux, la porcelaine blanche, aristocratique, l'outil d'ouvrier souvent coloré avec des rouges, des noirs, du monde donc des ouvriers. Le contraste des couleurs, des matériaux. Je joue beaucoup sur les contrastes. Suivant. Iconoclaste au pied de biche. Alors, tous les outils, je fais feu de tout bois. Hein. Tous les outils peuvent m'inspirer. Suivant. On voit ici donc style colonial dont on a vu un détail tout à l'heure avec la tête d'éléphant dans la collection Claridge. Et donc c'est une machette qui est plantée dans le vase, totalement déformée, qui coupe une tête d'éléphant en deux. Alors sujet grave s'il en est, le colonialisme, mais traité quand même de façon surréaliste. Suivant. La vengeance d'une femme de chambre. Alors c'est un outil d'ouvrier, ce sont des ciseaux de couturière. Le titre est dérivé du roman d'Octave Mirbeau. Voyons, je me souviens plus du titre. Le journal d'une femme de chambre, excusez-moi, qui dépeint de façon acide le monde de la bourgeoisie et des domestiques au début du XXe siècle. Donc c'est un clin d'œil aussi à une œuvre littéraire. Suivant. Quand c'est pas les outils d'ouvrier, ça va être des jouets populaires dont je vais me servir, et les fléchettes, j'adore jouer avec les fléchettes, avec soit le drapeau anglais, soit avec le drapeau américain dessus. Donc on a le vase Saint-Sébastien ici qui se dégonfle, attaqué par les fléchettes. Suivant. Et on retrouve ici petit vase Montcalm. Alors le politique est jamais loin avec moi. Hein. On a les fleurs de lys bleues et le drapeau Union Jack sur les fléchettes, et le titre, bien sûr, petit vase Montcalm, donc référence évidemment à la conquête. Suivant. Le grand vase Montcalm, il y a le petit et le grand. On le trouve ici, avec plus de fléchettes et plus grand, et toujours les fleurs de lys bleues. Suivant. Et les battes de baseball, évidemment. Alors, comme jeu populaire, comme outil aussi utilisé dans les émeutes populaires, hein, souvent, on va retrouver des manifestants qui ont des battes de baseball et qui vont donc être plantés dans des vases Médicis. On en avait vu un exemple tout à l'heure, en voici un autre. Suivant. Parfois, il n'y a pas d'outil d'ouvrier, mais l'objet est écrasé, suivant, avec l'empreinte des chaussures, comme s'il avait été piétiné par la foule. Suivant. Oh boy. Suivant. Des astres, alors on est toujours dans la même famille, suivant. Une autre vue de désastre, très belle pièce, que j'aime beaucoup. Suivant. Et puis, ils peuvent être pendus ou accrochés au mur, pendus à des crochets, suivant. Donc, les dépouilles qui évoquent des peaux d'animal suspendues au mur, suivant. On va aller un petit peu plus vite sur le portfolio.
cloués au mur aussi, les carcasses suspendues à des crochets de boucher, suivant. Et puis parfois, il y a des événements très précis auxquels je réfère. La Révolution française, oui, mais particulièrement, par exemple, les massacres de septembre 1792, où la princesse de Lamballe, qui était l'amie intime de Marie-Antoinette, a été littéralement massacrée, son corps totalement mutilé, suivant, et ça a donc donné la pièce Le vase princesse de Lamballe. Donc souvent, dans le titre, je vais référer vraiment à un événement historique précis. Suivant. Puis, un autre événement précis auquel je réfère, ce sont les fusillés de la Commune de Paris. Donc, à partir de ces images photographiques qui m'ont vraiment beaucoup marqué, j'ai fait la série des casquettes qui avait été présentée à la Guilde il y a quelques années. Donc, des objets qui sont comme enserrés dans leur petit cercueil suivant. Et ça donnait donc cette série des casquettes inspirées des fusillés de la Commune de Paris. Suivant. Et puis, la dernière référence, c'est les inégalités sociales et leurs corollaires, qui va donner lieu à la série Détournements. Donc, c'est des phénomènes universels d'inégalité sociale et tous leurs corollaires, les conséquences, les émeutes, les phénomènes migratoires tragiques, la destruction de l'environnement. Et là, ça va être vraiment la corruption de l'image dont j'ai parlé tout à l'heure qui va être invoquée dans cette série-là. Suivant. Alors, le vase Lampedusa qui va détourner les scènes de marine qu'on retrouvait sur les vases originaux, et on trouve la figure d'un migrant noyé sur une plage, avec des poissons. Alors, tous les motifs décoratifs, aussi bien en relief que en décor, reprennent des thèmes marins, le dauphin en or, les poissons, etc. C'est extrêmement macabre. Suivant. La destruction de l'environnement, le lac, qui est une évocation du poème de Chateaubriand. Et à la place du lac, il y a le lac représenté, mais surtout un déversement toxique dans le lac. Suivant. Les émeutes urbaines qui ont été un thème d'inspiration prégnant depuis plusieurs années. On trouve ici le vase aux barricades. Suivant, alors avec les battes de baseball là, comme motif décoratif. Vase Saint-Denis avec les pneus qui brûlent. Suivant. Et qui va donner lieu à une série des vases de l'émeute, où je vais utiliser plus le transfert d'images, vraiment le décalque digital à ce moment-là, avec les pneus qui brûlent ici, donc le vase de l'émeute 1, et suivant, des voitures qui brûlent, qu'on va retrouver de façon assez récurrente dans mon travail sur ces pièces-là. Et voilà, je crois, ce qui conclut ma présentation. C'est parfait, Monsieur Crast. C'est dans les temps. On est bien dans les temps. On a même un bon 8 minutes pour des périodes de questions. Puis moi, j'ai très hâte de vous lire, en fait. Si vous avez des questions, je vous en prie, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et puis, comme ça, je vais pouvoir les poser à Monsieur Crast. Et puis, je sais que lors des préparations de l'activité, en attendant qu'il y ait une question qui soit posée, je vais en poser une moi-même. Vous aviez parlé, j'aimais beaucoup que vous parliez de votre l'aspect tragique-comique. Pourquoi vous en êtes venu à ça? Vous ne l'avez pas abordé encore, donc j'aimerais ça que vous le dites. Ce sont des sujets graves que j'aborde. Tragiques, absolument. Ce sont des massacres, l'histoire de l'humanité est jalonnée d'histoires absolument dramatiques, hein, l'histoire des peuples, l'histoire des individus. Tout ça est très triste. J'aimerais changer le monde. J'aurais voulu, moi, éventuellement, aller en politique pour changer le monde. C'est pas là qu'est mon talent, il est ailleurs. Donc, je voulais faire de l'art. Très bien. Et puis, si je fais de l'art, moi, c'est pour aborder ces enjeux-là. Maintenant, les aborder de façon frontale, purement tragique, je pense qu'il y a un effet repoussoir sur les gens. Je n'ai pas envie d'être sinistre dans mon travail. Donc, pour amener les gens à apprécier ce travail-là, puis à quand même aborder, approfondir après ça, pour aller aborder ces enjeux-là, je les appâte finalement avec de l'humour. Le premier coup d'œil qu'on voit, je vois la réaction des gens, ceux qui n'ont jamais vu mon travail, quand j'expose à l'étranger par exemple, puis c'est toujours d'abord un regard d'étonnement, ah ouais, puis souvent ça commence par rire un peu. Puis après ça, on rit moins. C'est ça que j'aime, voilà. Le rire permet de dédramatiser d'abord, et puis d'attirer les gens, tout simplement.
Voilà, donc je les appâte avec l'humour. C'est une bonne façon d'appâter les gens et de moins rebuter, effectivement. Puis j'ai une question de Julie Bénédicte Lambert qui demande sur quelle série travaillez-vous en ce moment? Ah, je travaille sur une nouvelle série. On est encore dans la série Sévices, des objets qui vont être suspendus, enfin attachés à des grands, grands poteaux de bois. C'est pour une exposition muséale en France au printemps prochain. Donc, on reste dans la série Sévices. Mais il y a pas d'outils, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de hache, il n'y a pas de couteau, etc. Les vases ne sont pas complètement éventrés. Ils sont comme ligotés à des poteaux, mais comme des sortes de victimes qu'on exposerait un peu. Le thème de l'exposition des victimes me marque beaucoup. Sous l'Ancien Régime, ça se faisait beaucoup. Quand on exécutait un condamné à mort, bien, on laissait le corps exposé pour servir d'exemple. Il y a cet aspect-là que j'aime utiliser. Et puis, je travaille aussi, non plus sur des vases tournés, mais sur des bustes moulés. Alors là, j'ai encore très peu présenté ce travail-là. En fait, la Guilde a une première pièce dans la vitrine, la pièce âme. Et là, c'est une approche très, très différente parce que je ne tourne plus un objet basé sur les archétypes réappropriés, mais je moule un original. Un objet très archétypal, très connu, c'est le buste de Louise Brognard par Houdon, qui est au Louvre, donc c'est vendu en reproduction, on trouve ça partout sur Internet. Et un peu comme Jim Dean travaille sur la Vénus de Milo, ben moi je vais travailler sur Louise Brognard. Et ben Louise, j'interviens beaucoup sur ce buste, de façon parfois violente, parfois non. Et c'est un travail encore exploratoire. J'ai très très peu montré ce travail-là. Et la Guilde a la chance, enfin la chance, j'ai la chance plutôt que la Guilde montre cette première pièce C'est une chance que je trouve, mutuelle, mettons. ben, en tout cas, je vous l'ai mise en vitrine, je l'aime beaucoup. C'est une pièce que j'aime beaucoup, je peux pas expliquer de façon aussi théorique que le travail dont je viens de vous parler, mais qui vient beaucoup me chercher au niveau formel, au niveau des sentiments qu'elle évoque, qu'elle provoque. Et elle n'a pas de visage, c'est comme bleu seulement. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite, vous pouvez passer là, juste devant la vitrine, elle est toujours là. Donc, en fait, pourquoi le bleu dans le visage? Pourquoi cette absence de visage dans la pièce? Au départ, c'était vraiment des explorations formelles. J'ai pas trop réfléchi, parce que je suis quelqu'un vraiment, je réfléchis énormément dans mon travail. Je suis hyper cérébral. Et puis là, je voulais aller de façon travailler un peu plus intuitive. Et comme c'est du moulage et que je ne suis pas mouleur, donc je travaille le moulage à ma manière, si bien que je ne fais pas les choses absolument correctement. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'il se passe des choses qui ne devraient pas arriver. Par exemple, le visage qui reste collé dans le moule. Ah, Et c'est drôle. ça donne des choses inattendues. OK. Et après ça, je les retravaille, évidemment. Mais les idées viennent souvent de gestes plus intuitifs. Et quand j'ai vu ce visage, enfin ce buste dont le visage avait été arraché au départ, j'ai trouvé ça magnifique. On est comme happé vers l'intérieur. Mm. Et le bleu, couleur de la nostalgie, couleur triste, très belle. Et je me dis, ce n'est pas des pièces sur lesquelles je peux théoriser moi, en tout cas. Je n'ai pas encore écrit dessus. Je suis en processus d'exploration de cette nouvelle approche. Il y aura peut-être d'autres œuvres qui vont sortir. Et voilà. Donc, le travail du buste, c'est pas mal la nouvelle voie. Vous avez aussi présenté des œuvres sur colonne pour l'exposition La céramique en plein Ouais. essor qui sont présentées en ce moment. Donc, si vous pouvez dire un petit mot rapidement sur ça avant qu'on se quitte. Ah, ben, la colonne, parce que la colonne, c'est ce qui donne le statut de l'objet. D'ailleurs, les bustes sont toujours présentés sur des colonnes, hein, qu'on fasse pas. Ça n'est pas une petite fille, c'est un buste qui représente une petite fille, et la colonne assoit le statut de l'objet. Dès que, en créant ces colonnes, alors je l'ai fait, j'utilise des porcelaines marbrées par exemple, ou des textures très particulières qui vont donner beaucoup de richesse aux matériaux. Ça rehausse tout simplement le statut de l'objet. Donc, un vase qui pourrait être à la limite banal devient tout d'un coup acquiert une prestance en étant sur sa colonne. Puis la colonne est aussi un archétype des arts décoratifs, donc je l'inclus dans mon travail.
C'est intéressant parce que vous pouvez évoquer tous des motifs de marbre, de toutes sortes de façons. Mhm. J'ai une autre question ici. Avez-vous des demandes d'exposition? Ah, voilà, ça c'est pour la guilde. Ou non, c'est pour vous. Avez-vous des demandes d'exposition un peu partout au Québec? Au Québec, oui, mais en ce moment, c'est beaucoup à l'étranger. Je suis très, très, très OK. heureux. Donc, j'ai des demandes euh, en Europe, particulièrement. Donc, je vais être occupé pour quelques temps en Europe. Des projets qui m'amènent là-bas, alors que ça fait plutôt 20-25 ans que j'expose beaucoup au Québec, Canada, États-Unis et l'Europe, très occasionnellement. Mais là, je sais pas, il y a comme un momentum, plusieurs projets qui s'en viennent vers l'Europe. Voilà. Donc, Bon, je vous tiendrai au courant sur la page Facebook. en contexte de pandémie, c'est quand même beau de voir il y a encore là, des demandes à l'international puis au local pour des expositions, puis que ça Oui, continue d'être actif. Je le souhaite à tous les artistes, tout comme vous. Et puis, je vous remercie à tous encore une fois de vous être joints à nous aujourd'hui. Et merci beaucoup, Monsieur Crass, pour cette belle présentation. Vraiment, avec plaisir. ça a été super intéressant. Moi-même qui étais en histoire de l'art, ça m'a fait une belle révision l'iconoclasme et tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je souhaite des belles journées de la culture à tous. Et puis, je vous souhaite donc une très belle soirée. Merci encore. Merci, au revoir. Merci.